je suis avec Arnaud Rioux. Bonjour Arnaud. Bonjour. Pour donc son remarquable ouvrage « Réveiller le chaman qui est en vous ». C'est un ouvrage dense, particulier. Et tout est dit dans le titre, hein, « Réveiller le chaman qui est en vous ». Alors je vais faire une toute petite lecture sur ce que c'est être chaman ou ce qu'est un chaman. Donc tu écris « Le chaman avance sur sa route avec la naïveté de l'enfant, le discernement du sage et l'intrépidité du guerrier. » Alors Arnaud, es-tu ces trois facettes? C'est drôle parce que quand on écrit, en fait, moi j'ai pas la mémoire. Une fois que j'ai écrit, c'est écrit. Donc je suis surpris de relire ça. Et sans aucun doute, oui, ces trois qualités sont fondamentales. Parce que la première des qualités, c'est l'émerveillement. Donc la naïveté avec l'enfant. Ça, c'est vraiment la posture de l'enfant. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'élan de vie qui va nous porter à la recherche et à pousser les portes. L'expérience et la confiance de l'adulte qui a déjà expérimenté, qui va pouvoir développer le discernement de l'adulte, et l'intrépidité du guerrier, parce que c'est pas une voie ni pour les lâches, ni pour les fainéants. Quand on s'engage sur cette voie-là, c'est vraiment qu'on veut s'aventurer vers une transformation, et on a besoin d'intrépidité, le mot me plaît bien. Oui. Intrépide, oui, et guerrier. Ouais. Donc il y a une vraie énergie aussi. Il y a une vraie énergie. Pour avancer. Oui, il y a une vraie énergie. Quand on avance, on a, voilà, si je marche dans la forêt la nuit, si je marche, j'ai besoin de courage, j'ai besoin de développer une persévérance. Et l'intrépidité, c'est un mot qui me parle beaucoup, parce que l'inverse de l'intrépidité, ça serait peut-être une forme de paresse intellectuelle, physique et spirituelle, et qui pour moi est le support de... C'est Jacques Brel qui disait que la paresse était le support de la bêtise. Et que quand on développe cette paresse intellectuelle ou spirituelle, c'est-à-dire quand on ne prend plus le temps d'expérimenter par soi-même, de se confronter, de vérifier par soi-même, on devient paresseux. Et de cette paresse naît cette forme de bêtise qui fait qu'on a une bêtise du cœur et on a une bêtise de l'esprit. Donc l'intrépidité, une sorte d'ignorance. D'ailleurs, chez les Tibétains, on parle des trois poisons, et les trois poisons, c'est la colère, c'est la peur et c'est l'ignorance. L'ignorance étant réellement un poison, et la meilleure façon de développer, d'aller contre l'ignorance, de combler l'ignorance, c'est de devenir intrépide. D'accord, intrépide et avoir le courage d'apprendre. Et avoir le courage d'apprendre, hein, de s'engager sur le chemin, de se remettre en question, de lire, d'explorer, d'aller écouter des enseignements, de les confronter. Personne ne tient une vérité, mais on va en confrontant les enseignements, en remettant en question, en ayant cette... voilà, comme l'ont fait les philosophes, comme l'ont fait les maîtres, comme l'ont fait... De remettre les certitudes en jeu tout le temps. Ça revient au fait que dans le titre, tu mets « Réveiller le chaman qui est en vous ». Oui. Est-ce que cela signifie que nous avons tous, tout un chacun et chacune, cette capacité d'éveiller quelque chose d'extrasensoriel ou d'extraordinaire chez nous? Sans aucun doute, oui. Alors, quand j'ai choisi ce titre, « Réveiller le chaman qui est en vous », j'aurais pu dire, si j'avais écrit un livre de musique, « Réveiller Mozart qui est en vous », parce que je crois qu'en essence, chacun est Mozart, et en essence, chacun est Thierry Marx, ou je ne sais quel chef cuisinier, qui va... Mais la différence entre lui et un autre, c'est que certains vont consacrer leur vie à vraiment améliorer. Donc, on a tous la possibilité aujourd'hui d'être un chef étoilé, mais ça va nous demander d'apprendre les ingrédients, ça va nous demander de passer beaucoup de temps dans les fourneaux, d'essayer de se tromper, de remettre sur le métier d'ouvrage. Et pour le chaman, c'est pareil. En essence, on a tous cette capacité à développer l'intuition, à développer la magie, à être relié au monde, mais ça nous demande de nous remettre en question, ça nous demande de bosser comme tout. Et qu'est-ce qui a éveillé le chaman chez toi, justement? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est venu sur le tard? J'ai lu dans l'avant-propos, tu expliques qu'effectivement, ton papa, ta maman étaient très différents, a été très différente. Et en même temps, tu parles également du côté breton, je crois, de ton papa. Et on sait que la Bretagne, c'est un des berceaux du druidisme.
Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que Quand, c'est Aujourd'hui, transgénérationnel? quand on regarde un atome qu'il y a dans notre corps, on a dans notre corps des atomes de forêt, on a des atomes de tous les minéraux qu'il y a sur la Terre, on a des atomes de ces minéraux en nous, comme on a chacun des atomes de Mozart, de chacun. On a chacun, tout est en tout. Et ce qu'on a besoin, c'est de réactiver des mémoires qui sont présentes. Et pour moi, la mémoire de la magie, la mémoire du chaman, la mémoire de la méditation, c'est quelque chose qui était dans mon ADN. Peut-être elle était un peu plus accessible, c'est ce qui m'a donné envie de cultiver ça vraiment et de passer du temps pour ça, parce que la mémoire était proche, mais elle est chez chacun, elle est là. Hein, elle a juste besoin d'être réveillée, le code ADN est là, il a besoin d'être réactivé. Et pour moi, quand j'étais enfant, il y avait quelque chose de très naturel à être en lien avec cette magie. Les fleurs pour moi étaient vivantes, le soleil, les lacs, tout était vivant. Donc il y a quelque chose de très naturel. J'ai un peu perdu cette dimension et il y a eu un accident que j'ai fait quand j'avais 24 ans, c'était un accident de la route qui a été un peu un déclencheur et le début de mon parcours spirituel. Et à ce moment-là, j'ai vraiment consciemment réactivé tous ces codes, et quand j'ai commencé à 26 ans à entendre par exemple les mantras tibétains pour la première fois, c'est comme si ça me parlait d'une mémoire très ancienne, comme si c'était quelque chose, je me disais mais je connais ça, je comprends ça. Et quand j'ai entendu les premiers enseignements spirituels, je pense quand j'ai lu ce livre d'Arnaud Desjardins, Regard sage sur un monde fou, d'un seul coup, je me disais, mais c'est dingue ce livre, tout ce qu'il dit, je le sais, il est en train de réveiller des mémoires passées, et j'ai eu la même sensation en découvrant les lamas tibétains, j'ai eu la même sensation en entendant les chamans, je me dis, mais c'est comme si tout ça, je le savais, c'était en moi, ça dormait. C'est flagrant quand même. C'est flagrant, c'était vraiment flagrant. Pour toi. Et du coup, ce que j'ai eu à faire, c'est à me réapproprier, à réactiver consciemment et à me réapproprier des mémoires qui me demandent qu'à l'être. Et ces mémoires, ce sont elles qui te permettent de trouver sens à ce que tu fais, sens d'écrire, par exemple, réveiller le chaman qui est en vous, sens de la vie ou de la direction que tu t'es donnée. C'est ça, c'est une direction. Si on prend l'écriture, par exemple, il y a 10 ans, mon premier livre, je l'ai écrit il y a 10 ans. Et je me sentais incapable d'écrire parce que j'avais un rapport avec l'écriture. Moi, quand j'ai arrêté l'école à 14 ans, je faisais une faute tous les 3 mots, c'était pas quelque chose de naturel. Et à un moment donné, comme j'enseignais beaucoup à l'oral, je suis quelqu'un d'oral, quelqu'un dans un stage me dit, mais ce que tu dis, en fait, on n'a jamais lu dans un livre, tu devrais l'écrire. Et 2 jours après, je commençais l'écriture de mon premier livre, Jouer le rôle de sa vie, c'était en 2006. Et celui-ci, je viens de terminer mon 10e livre. Il y a eu un livre par an pratiquement. Et c'est comme si je réactivais des mémoires d'auteur. Maintenant, c'est naturel pour moi d'écrire. Mais ça ne l'était pas, c'était pas. Il a fallu me remettre dans un rythme. Il a fallu me donner la légitimité et que je me dise, mais je suis capable de faire ça parce que je le mérite, tout simplement ça, de réactiver ça. Parce que sinon, on a des trucs en disant, un auteur, c'est quelqu'un qui est intellectuel, c'est quelqu'un qui a fait des études, c'est quelqu'un... Moi, je ne suis pas ça. Moi, j'ai mon certificat d'études, j'ai arrêté l'école à 15 ans. Je ne suis pas un auteur. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais non, mais qui a dit qu'un auteur devait avoir son baccalauréat? Pas du tout, c'est écrit nulle part. Il y a pas de... Donc, j'ai besoin, moi, de réveiller l'auteur qui est en moi. Et ça a été le chemin pour ça. Et un vrai défi. Ça a été un vrai défi. Un défi que tu as relevé. En même temps, quand tu parlais tout à l'heure, être chaman, c'est être connecté à la nature. Quand on voit aujourd'hui les populations qui deviennent de plus en plus citadines, qu'est-ce que ça évoque en toi, ou à quoi ça te fait penser? Toutes ces personnes, finalement, le vrai chemin serait, enfin le chemin véritable pour nous, dans notre ressenti, serait de partir vers la connexion à la nature, au monde minéral, végétal, animal, une connexion en soi. Et la tendance humaine va plutôt vers le côté citadin et habiter les grandes villes. Donc il y a une vraie déconnexion qui est faite. Pour ma part, ce que ça évoque, si je regarde, je ne sais pas si je peux parler d'extinction d'une population, je pense à la population des maîtres, à la population des maîtres traditionnels, tels qu'ils s'entendent, je pense aux lamas tibétains, je pense aux chamans de Mongolie, je pense, qui reçoivent les enseignements de maître à disciple ou de père en fils depuis des générations, depuis 1000 ans, 1500 ans, le chamanisme c'est à 80 000 ans. Donc il y a eu, quand on voit qu'effectivement au Tibet, les maîtres ont disparu, sont partis un peu partout dans le monde, qu'en Mongolie, les chamans se rapprochent de plus en plus
des villes, que les aborigènes d'Australie sont de plus en plus détruits, que les Amérindiens ont été exterminés par milliers, etc. Qu'est-ce que ça provoque? Énormément de tristesse, de colère. Ça a provoqué ça un temps. Je me suis dit, mais c'est comme si on exterminait, comme si le monde, par son inconscience, exterminait une source de sagesse phénoménale. Et puis je me suis rendu compte aussi que ça correspondait à notre période de l'humanité, qui fait que tous ces enseignements aujourd'hui sont diffusés au plus grand nombre. Et les enseignements de lama tibétain que moi j'ai reçus, il y a 50 ans, ça aurait été inimaginable de recevoir ça. Alexandra David-Néel a été une des premières françaises, si ce n'est la première, à partir au Tibet et à passer des années pour pouvoir accéder, rencontrer des maîtres tibétains. Aujourd'hui, recevoir des enseignements de maîtres tibétains, vous pouvez aller n'importe où en recevoir. Vous allez sur Internet, temple tibétain, vous allez recevoir directement des enseignements qui étaient réservés aux moines encore il y a quelques années. Donc, et c'est pareil pour le chamanisme, des enseignements qui étaient secrets, c'est pareil pour la médecine, des hommes médecine, elle était complètement secrète, révélée à quelques érudits, à quelques privilégiés. Aujourd'hui, elle est diffusée partout. Parce que ça correspond à une période où on a besoin de transmettre, de recevoir, de diffuser ces enseignements. C'est une période très particulière parce qu'on reçoit des choses incroyables et ça nous demande de le transmettre avec discernement, avec respect, avec conscience, avec vraiment ces qualités-là. Et à partir de ce moment-là, oui, on peut tous réveiller le chaman qui est en nous. Et réveiller le chaman qui est en nous, est-ce que c'est aussi développer toute cette partie du cœur, c'est-à-dire développer une certaine intelligence du cœur? Aujourd'hui, on est très intellectuel dans ce que pose la société aujourd'hui. On est dans une pensée logico-mathématique, c'est ça. Or, lorsque je lis Réveiller le chaman qui est en vous, on ne fait pas du tout appel à ce côté intellectuel, mais on est plus dans la sphère du cœur, de l'intelligence du cœur. Oui, parce que l'intelligence, qu'on a des fois du mal à définir. Il y a quelques jours, parce que j'interviens dans les entreprises, et puis il y a un DRH qui me parlait de son directeur en me disant c'est quelqu'un de très très intelligent, mais personne ne le supporte parce qu'il est trop intelligent. Et je posais la question de quelle intelligence parle-t-on? Si c'est le fait que c'est un bon gestionnaire, on peut dire qu'il a beaucoup d'informations dans la tête, donc il est intelligent cérébralement. Mais c'est l'une de nos intelligences, on en a au moins trois. La première, c'est l'intelligence intellectuelle nécessaire pour rédiger des plans, pour faire des équations. La deuxième, c'est l'intelligence du cœur, notre capacité à rentrer en empathie avec l'autre. La plus belle définition que j'ai trouvée de l'intelligence, c'est notre capacité à nous adapter à l'autre. Voilà, c'est ça pour moi l'intelligence, notre capacité à nous adapter à l'autre. Et pour ça, le cœur a besoin d'être ouvert. Et la troisième intelligence, c'est l'intelligence vitale, notre capacité à ressentir, à percevoir qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que cette voie est bonne pour nous, est-ce que ce partenaire est bon pour nous, est-ce que cette habitation est bonne pour nous. Et ça, c'est l'intelligence animale, vivante, archaïque, qui naît quand on est relié. Et ces trois intelligences s'habitent de concert. On ne peut pas être relié si on n'est pas dans le cœur. Mais si on a le cœur ouvert, on va savoir se repérer en forêt, on va savoir avoir un autre rapport aux animaux. Quand on s'intéresse au chamanisme, on a obligatoirement un respect fort qui naît des animaux, surtout quand on écrit un livre sur le peuple animal. Donc quand je vois la façon aujourd'hui dont on considère les animaux, qu'on a complètement arbitrairement catalogué les animaux de compagnie qu'on surchouchoute, les animaux d'élevage qui sont pour notre nourriture, et puis les animaux sauvages. Et ça, c'est l'homme qui a une des espèces parmi 100 000 sur la Terre qui a décidé de cataloguer comme ça. Et le chaman, justement, a besoin par son ouverture du cœur, prend conscience du rôle de chacun sur la Terre et prend conscience que chacun est interdépendant. Nous sommes tous interdépendants. Et s'il y a une espèce qui disparaît, comme nous sommes tous reliés les uns aux autres, nous en faisons les frais. Einstein avait très bien compris en parlant des abeilles, en disant le jour où il n'y aura plus d'abeilles sur la Terre, dans les 10 ans qui suivent, il n'y aura plus d'humains. C'est ça. Donc, effectivement, c'est fabuleux de penser qu'effectivement, que le sort des abeilles peut être lié au sort des êtres humains et de toutes les autres planètes aussi, de toutes les espèces de la planète. Et en parlant de planète, il y a quelque chose qui m'a touchée dans ton livre, c'est cette connexion à la planète. Et il y a un moment presque charnel, tu parles de toucher la Terre, de prendre le temps de se connecter physiquement à elle, de poser la main sur le sol et de la caresser en fait, cette planète, et de l'aimer.
Ouais, c'est Michel Tournier dans Vendredi ou les limbes du Pacifique qui raconte l'histoire de Robinson Crusoe. Et il y a cette phrase qui m'était restée de Robinson qui fait l'amour avec la terre. Il se retrouve seul, il est complètement perdu, il a été abandonné de tous, il est seul sur la terre et il s'enlise dans la vase, dans la glaise et littéralement il fait l'amour avec la terre. Et quand j'avais eu cette phrase-là, il fait l'amour avec la terre, il y a quelque chose j'avais 20 ans à l'époque, qui s'est complètement ouvert sur la dimension. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'aller en forêt régulièrement, et quand j'enlace les arbres, quand je m'allonge, des fois je m'allonge de toute ma face sur la mousse, sur le lichen, et je sens comment tout est vivant, et je sens des fois plus de vie dans le lichen que dans certains êtres humains, parce que tout vibre, parce que tout est... les cellules sont vivantes, et je sens la même chose quand j'enlace un rocher, quand je reçois la chaleur du soleil. La vie est partout. Quand je passe ma main sur un torrent dans les forêts de Brocéliande ou d'ailleurs, je sens la vie et je sens à quel point nous sommes connectés à cette vie et que c'est impossible de se dire vivant si on a un contact irrespectueux avec notre environnement. C'est intéressant cette question de la vibration, parce que le lichen, enfin tout élément est vibration. Mais aujourd'hui, le fait qu'on soit déconnecté de certaines choses, tout au moins de la nature, fait qu'on ne sent plus les vibrations. Dans ton livre, en fait, il y a tout à la fin, donc sur la 4e partie, pratiquer le chamanisme, donc les 21 pas du chaman. Est-ce que pour quelqu'un qui est en questionnement, en début d'éveil de conscience, est-ce qu'effectivement ces 21 pas peuvent aider à faire ce déclic et à élever cette sensation à la vibration? Sans aucun doute, parce que moi je suis resté très grand public dans mon approche quand j'étais comédien. J'aimais jouer dans les villages, j'aimais garder un aspect grand public, et j'écris mes livres de la même façon, me disant que les gens peut-être ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un chaman, et je veux ouvrir ça avec simplicité. Les 21 pas du chaman, c'est 21 étapes où jour après jour on va changer quelque chose, on va affiner notre perception, on va changer quelque chose dans notre quotidien, et en changeant quelque chose dans notre quotidien, il y a quelque chose qui se transforme dans notre comportement. C'est le Dalai Lama qui dit: change un geste et tu vas transformer une habitude, change une habitude et tu vas transformer un comportement, change un comportement et tu vas transformer une personnalité, change une personnalité, tu vas transformer une destinée. Et c'est ça qui se passe. Quand on change quelque chose dans notre quotidien, quand on se laisse toucher, oui, il y a quelque chose qui bouge complètement dans notre vie. Donc il y a une transformation. Il y a une transformation. Et ce que fait le chaman, c'est qu'il développe tous ses sens. Il apprend souvent on demande à quoi ça sert, il apprend à guérir, à se soigner, à vivre en bonne santé, c'est parti. Il apprend à savoir l'alimentation qui est bonne pour lui, il apprend à anticiper l'avenir, à le percevoir. C'est pas qu'il est divin, c'est qu'il comprend qu'en fait le présent, le passé et le futur, ça n'existe pas, et le futur est déjà dans le présent. Et quand tu dis le chaman peut faire ça, c'est-à-dire que c'est le chaman qui est en nous, c'est-à-dire que tout ce que tu viens d'énoncer, moi je peux le faire. Bien sûr, mon voisin peut le faire. Bien sûr. Quand j'étais en Mongolie, il y avait eu une histoire comme ça, dans un petit groupe, il y avait les chevaux qui étaient partis la nuit, il y avait 3 chevaux qui étaient partis la nuit. Et comme ils sont partis à 2h ou 3h du matin, on va voir le chaman pour savoir où sont les chevaux. Et le chaman se connecte à l'esprit des chevaux, lance quelques osselets pour voir la direction, et il dit très clairement: ok, ils sont partis au sud-sud-est, dans cette direction-là, ils sont à 15 km, prenez 3 cavaliers, allez les chercher. Donc il est connecté à ce moment-là, il y a quelque chose d'évident. Et si le chamanisme est si fort en Mongolie, c'est qu'il est question souvent de vie ou de mort. Voilà. Parce que quand on cherche quel est le point d'eau, est-ce qu'il faut marcher dans cette direction-là ou dans cette direction-là, et que le chaman se plante en disant je crois que l'eau elle est par là, alors qu'en fait ça rajoute 8 jours de marche pour toute la famille. Là il peut être question de vie ou de mort, donc on rigole pas avec ça, il y a quelque chose de... Et donc c'est ce qui fait que les chamans qui ont vraiment étudié, exploré, ont cette capacité. Nous on n'est pas confrontés aux mêmes formes d'urgence, mais en essence on a cette capacité. Si on était peut-être jeté dans la... Moi peut-être, je ne sais pas si je serais capable de survivre en forêt, il faudrait que parce que voilà, je suis coupé, même tout en étant proche de la forêt, même en y allant chaque semaine, etc., en y allant régulièrement. Je ne passe pas autant de temps en forêt nécessaire. Et aujourd'hui, on est de plus en plus coupé. Donc on va réactiver toutes ces mémoires-là pour pouvoir développer ces qualités avec la nature. Merci
merci Avec Arnaud plaisir. pour tout ce que tu viens de nous délivrer. C'était passionnant. Donc, je conseille vivement réveiller le chaman qui est en vous. Merci Arnaud. Au Enchanté. plaisir.